pardonne-moi, une femme de vieillir qu'un homme. C'est pas facile de se faire une place dans un milieu où il y a quand même plus d'hommes. Mais la féminisation du métier d'investigation, ça a été quelque chose, je pense, de très positif. Les femmes n'attendent plus qu'on leur dise « tiens, viens ». Non, elles y vont. Elles y vont, pousse-toi de là, moi aussi je sais. Je ne me positionne jamais comme une femme. En fin de compte, je me suis jamais posé la question de l'appartenance à un sexe. À la télévision, les femmes parlent 2 fois moins que les hommes. Alors qu'elles représentent 52% de la population française, elles ne sont que 38% à intervenir à l'antenne. Je suis Marie-Amélie Druenne, journaliste à Télé Loisirs. Tout au long de ma carrière, il y a des femmes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de suivre leur voie. Alors j'ai voulu les rencontrer et qu'elles me parlent de leur parcours et des embûches qu'elles ont dû surmonter dans le milieu de la télé, encore très masculin. Marie-Sophie Lacaro, la nouvelle reine de l'info, m'a reçue dans son bureau situé au sein de la fameuse tour de TF1. Souvenez-vous, en décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut lui cédait sa place aux 13h de la Une après 33 années de présentation. Elle est désormais à la tête du JT le plus regardé d'Europe. Rien que ça. Entre 2 réunions avec ses équipes, Marie-Sophie Lacaro est revenue sur cette folle ascension. Aujourd'hui, dans Femmes de télé, je reçois Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie Lacaro, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que vous soyez notre invitée pour ce podcast. Je suis ravie de cet échange qui s'annonce. Et on a beaucoup de choses à se dire, je crois. Alors vous, pour débuter, vous n'avez pas forcément un parcours très classique. Vous n'êtes pas passé par une école de journalisme. Et pourtant, comment tout a débuté? J'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. C'est vrai que je n'ai pas un parcours classique et je m'en rends compte quand des jeunes viennent en stage ou me questionnent sur mon parcours. Et quand je commence par ce petit détail, voilà, je n'ai pas fait d'école. Effectivement, là, je me rends compte que aujourd'hui, à notre époque, on est finalement pas si nombreux et peut-être nombreuses à avoir fait ça. Moi, en tout cas, le déclic, je l'ai eu quand j'étais toute petite. C'était dans mes années collège et alors c'est pas des familles ou des proches qui m'ont donné cette envie-là parce que vraiment autour de moi absolument personne n'était dans le milieu du journalisme. Ce qui m'a donné envie, je pense que c'est des figures à l'antenne. Je pense à Marie-Laure Augry, Anne Sinclair, Christine Ockrent. Et c'est surtout cette envie, en fait, de faire du reportage et d'aller sur le terrain, d'aller faire des rencontres et de comprendre le monde. Voilà. Quand j'avais 13 ans, donc je le situe à peu près vers mes 13 ans, c'était ça l'idée première. Mon parcours, il est pas banal parce qu'effectivement, donc, le point de départ, c'est que je connais personne. La suite, c'est qu'effectivement, je ne fais pas d'école de journalisme. J'en ai l'envie, je passe les concours. Il y en a un que je réussis à l'écrit. Je rate l'oral, c'est le CELSA à Paris. Et là, je me dis, il faut que je prenne une année complète à faire des stages, un maximum de stages, pour m'armer au maximum et faire en sorte que je n'échoue pas une seconde fois à l'oral. Et pendant cette année-là, on m'a proposé du travail. Et j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité avec mes parents. Là, pour le coup, c'est vraiment une réflexion qu'on a menée tous les trois. En gros, voilà, est-ce que j'y vais? Est-ce que je ne me donne pas quand même une deuxième chance? Est-ce que cette école ne va pas me manquer? Et ben finalement, non, j'ai décidé d'y aller. Et bon, je ne regrette pas. Je pense qu'on apprend vraiment sur le terrain, finalement, ce métier. Oui. Si on peut donner un conseil à ceux qui veulent se lancer, c'est finalement ça. Alors oui, c'est vrai, c'est un métier qu'on apprend énormément sur le terrain. Et effectivement, même quand on sort d'école, on cherche d'abord à faire ses armes sur le terrain. Mais pendant plusieurs années, je peux dire que j'ai eu la sensation que l'école me manquait. J'avais l'impression qu'on ne m'avait pas appris certains codes. En tout cas, je ne m'étais pas non plus construit de réseau. Voilà, c'est là aussi que mon parcours est assez peu banal. C'est que donc aucune connaissance quand j'étais plus jeune, pas d'école et donc aucun réseau, aucun contact, personne à appeler pour lui dire « dis donc, il y aurait pas un poste ou qu'est-ce que tu me conseillerais, vers qui je pourrais me tourner ?» Je n'ai pas eu toutes ces aides-là. Et donc voilà, pendant longtemps, l'école m'a manqué. L'école m'a manqué. J'ai même eu pendant plusieurs années
le fameux sentiment de l'imposture. Ah, justement, on allait en reparler un peu plus tard. Je devance. C'est une thématique, effectivement, c'est quelque chose on y viendra après, qu'on est nombreux sans doute à ressentir. Mais oui. Alors vous avez fait vos débuts, si je ne me trompe pas, en commentant les sports mécaniques. Mais on a du mal à imaginer ça. Expliquez-moi tout. Donc effectivement, pendant cette année que j'ai prise pour faire un maximum de stages, on me propose, j'entends, mon cousin, un de mes cousins m'appelle et me dit, dis donc, j'ai entendu parler d'une chaîne sur Paris, ils cherchent des filles pour parler de sport mécanique, ils veulent lancer une chaîne sur l'automobile et ils cherchent des femmes pour incarner leur programme. Ah, je me dis, tiens donc, avec mon papa et mon frère, on a fait beaucoup de raids en 4x4 dans le désert. Je me dis, il y a peut-être une carte à jouer. J'appelle la chaîne qui me dit, oui, envoyez un CV et puis on regardera ça. Et je dis, non, je vais venir. Ah, et là, j'ai senti que la conversation n'était plus la même. Ah bon, vous allez venir sur Paris? J'étais sur Montpellier à l'époque. Ah bon, vous allez venir sur Paris? Oui, je vais venir. Bon, donc là, je pense qu'ils ont senti qu'il y avait beaucoup d'envie et de motivation. Et donc, ça s'est débloqué comme ça. En fait, j'ai saisi une opportunité. À l'époque, beaucoup se disaient qu'il était de bon ton de mettre des femmes à l'antenne pour parler de sport. Eh bien, j'en ai profité. J'ai saisi cette occasion. Et justement, quand vous débarquez dans ce monde des sports mécaniques très masculin, est-ce qu'on vous fait sentir que vous n'êtes pas du tout à votre place? Ou finalement, est-ce que vous sentez que on vous laisse votre chance et que vous êtes légitime sur ce sujet? Alors, je sens qu'on me laisse ma chance, mais parce que ça sert un propos et une envie de certains dirigeants. Tant pis, je prends. Moi, ça me permet d'avancer et de travailler et donc de commencer à accumuler les jours, les reportages et donc prétendre à avoir ma carte de presse. Voilà, il y a quand même cette envie-là. Comme je ne suis pas passée par l'école, il faut que j'obtienne ma carte de presse et pour l'obtenir, il faut justifier d'un certain nombre de jours et de reportages. Donc j'avance, je me fais plaisir. Quelque part, je me fais plaisir aussi, parce que j'ai quand même choisi donc d'aller à cette époque-là. C'était donc pour parler de 4x4. Mon papa baignait là-dedans. Ça me plaisait. Ce qu'on m'a fait sentir à l'époque, c'était... je me souviens de visionnages de reportages où c'était sur une voiture, la nouvelle Twingo. Quand la nouvelle Twingo est sortie, là j'avais un peu évolué, je faisais des tests de voiture aussi. J'étais un peu sortie du 4x4. Bref, un jour il faut tester la nouvelle Twingo et effectivement dans le commentaire que je fais, je souligne ces couleurs sympas, rigolotes, qui font du bien et en tout cas qui égayent un peu la ville. Et là, je me souviens du rédacteur en chef qui visionne mon reportage et qui me dit ça, moi je l'aurais jamais écrit. Ça, c'est bien un reportage féminin. Un commentaire féminin. Aïe. Bon, oui. Tant pis. Ça... En tout cas, c'est juste des préjugés, mais aucune remarque sexiste. Non, non, j'en ai pas souffert de cette remarque-là. Même, on s'en est amusé. Voilà, on s'en est amusé. Non, je peux dire que mes débuts ont été plutôt faciles, franchement. Quand je vois... et j'entends tous les commentaires qu'il a pu y avoir ces derniers temps, je n'ai pas été concernée. Je n'ai pas subi cela. C'est effectivement une des questions et un point qu'on abordera plus tard. Petit à petit, vous avez gravi les différents échelons. Au début remplaçante durant des vacances. Puis les vacances de Noël, évidemment, celles que personne ne veut faire. Oui. Puis joker, puis titulaire. Finalement, c'est assez peu commun aussi, ça, comme parcours. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, vous faites allusion effectivement aux 13 heures de France 2, où j'ai été joker sur cette édition. Et quand Élise Lucet s'est arrêtée, et quand elle a choisi de passer côté magazine, j'ai pris la suite. Là, c'est pareil, je me disais que ça ne marcherait pas, parce qu'il y avait le syndrome du joker qui rarement prend la suite du titulaire. Là, vous êtes l'exemple type, le contre-exemple, plutôt type. Non, mais comme quoi, il faut... En fait, moi, ce que je retiens de mon parcours, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais vraiment.
Vraiment, parce que quand j'ai eu l'envie d'être journaliste plus jeune, des petites voix ont essayé de me décourager en me disant tu n'y arriveras jamais parce que tu ne connais personne, parce que tu n'es pas de ce milieu-là et parce qu'on ne t'attend pas. Heureusement que je ne les ai pas écoutés. Et puis ensuite, pareil, voilà, au fur et à mesure que j'ai eu des opportunités et que je les ai saisies, rien n'était écrit à l'avance. Et pourtant, ça s'est passé comme ça et les choses sont arrivées. Alors, l'année 2020 a été une année très intense pour vous. Vous avez quitté le JT du 13h, on va dire, concurrent, pour... aller en face, littéralement. Finalement, c'est pas si commun non plus, ça. Non. Voilà. Non. Vous ne faites jamais comme tout le monde, finalement. Je sais pas, mais effectivement, c'est pas commun. C'est vrai. Encore une fois, je n'y avais pas pensé avant. Je n'y avais absolument pas pensé avant qu'on me fasse, avant que TF1 me fasse cette proposition, avant que Thierry Tuillier et Gilles Pélisson m'annoncent et que Jean-Pierre quittait le 13h de TF1 et qu'il souhaitait que ce soit moi qui prenne la suite. Donc, encore une fois, j'ai accueilli la proposition, j'ai réfléchi très 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 vite parce que très vite ça m'a semblé très intéressant, ouais, très intéressant et oui, une évidence quand j'ai commencé effectivement à me plonger vraiment dans ce qu'est ce journal de 13h de TF1 et j'ai eu envie, oui, de l'incarner, de le porter. Très vite, effectivement. Mais voilà, là encore, rien n'était écrit et en tout cas, même pas anticipé et même pas dans un coin de ma tête. Et en plus, on peut se dire que c'est pas si simple de remplacer Jean-Pierre Pernaut. Donc il y a aussi ce poids-là, j'imagine, de se dire waouh, remplacer quelqu'un qui est resté quand même 33 ans, si je me trompe pas, au journal télé du 13h. Waouh, c'est exactement la petite réflexion que j'ai dû avoir dans ma tête quand vous avez reçu le coup de fil. Quand Thierry Tuillier me l'a proposé. Waouh. Oui, parce que avant même cette proposition, évidemment, il y avait régulièrement ces rumeurs sur le départ de Jean-Pierre. Et j'étais la première à me dire mais qu'est-ce que ça va être compliqué pour celle ou celui qui prendra la suite. Jean-Pierre est un monument. Ce journal de 13h est très puissant. Ça va être compliqué pour celui qui prendra la suite. Bon, il se trouve que c'est moi. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'au final, j'ai pas eu peur de dire oui. J'en ai eu envie. Et je le vis très bien. Il a lui-même, Jean-Pierre Pernaut, a passé 33 ans sur ce fauteuil du JT. Est-ce que vous avez envie de suivre le même chemin? Je ne sais pas si je me souhaite d'y rester 33 ans. Je cache pas mon âge. Donc 45 plus 33, ça fait quand même 78. Honnêtement, je sais pas. Alors, y rester longtemps, ça, j'en ai très, 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 très envie. J'ai envie de m'installer dans une relation que je vais construire et j'ai déjà commencé avec les téléspectateurs. Oui, j'ai envie de m'inscrire dans la durée. J'ai envie de porter haut les couleurs de ce journal le plus longtemps possible, travailler avec les équipes, le faire évoluer en douceur. Voilà, tout ça, oui, j'en ai très, très, très envie. Maintenant, encore une fois, je me suis pas fixée de point final. Le plus longtemps possible, voilà, le plus longtemps possible sera le mieux. Il y a quelque chose d'intéressant quand vous dites le faire évoluer en douceur. Parce que voilà, il faut pas trop brusquer non plus les téléspectateurs qui étaient habitués à un certain ton et à du contenu. Justement, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour mettre votre petite patte? Alors, quand je dis, voilà, effectivement, faire évoluer ce journal en douceur, c'est donc respecter sa ligne. Et ça, j'y adhère à 100%, donc ça me convient vraiment parfaitement. Donc, respecter cette ligne de ce journal, très ancré dans les régions, avec ses problématiques des territoires, parler des traditions, mais aussi garder un œil ouvert sur la société dans son ensemble. Notre société évolue et j'ai envie d'accompagner cela. J'ai envie de parler au plus grand nombre.
j'entends parfois les critiques sur le fait que ce journal serait le journal des retraités. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce journal, il parle à ceux qui ne travaillent plus, mais à ceux qui travaillent, à ceux qui aimeraient travailler, à ceux qui en font beaucoup, à ceux qui en font moins, à ceux qui ont des loisirs, à ceux qui n'en ont pas. Enfin bref, aux familles, aux plus jeunes, aux moins jeunes. Et ça, j'ai vraiment envie de creuser ce sillon. Donc, faire évoluer ce journal en douceur, en continuant de m'appuyer sur ces marqueurs qui sont très forts, et en les faisant, aller vers donner la parole, en tout cas, continuer de donner la parole à ceux qui l'ont moins ailleurs, tendre le micro à ceux qui ont des choses à nous dire dans nos régions, dans nos villages, qui parfois se sentent oubliés de la capitale et du lieu de pouvoir où sont prises les décisions. Et j'ai envie qu'on les entende, ces gens-là, j'ai envie qu'on les voit. Moi, il y a encore 4-5 ans, je vivais dans la région toulousaine, donc certaines incompréhensions, attentes, colères, j'ai pu les ressentir moi-même. Donc, j'ai envie de porter ces voix-là, en tout cas. Oui. Vous évoquiez les éventuelles critiques. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites attention, les critiques que vous pouvez entendre depuis votre arrivée, vous pouvez lire depuis votre arrivée J'essaye de beaucoup me protéger par rapport à cela. Je ne vais pas lire tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Moi, je veux me concentrer à ma tâche qui est de porter ce journal de 13 heures tous les jours avec une feuille blanche au départ et tout est à reconstruire chaque jour. J'adore ça. J'adore cette notion de labeur et de se remettre à la tâche tous les jours. On peut se féliciter quand on sort d'un journal et se dire on a bien traité l'actualité, on a été là où il fallait, très bien. Mais le lendemain, il faut refaire pareil, peut-être mieux et différemment, et toujours se remettre en question. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier de présenter un journal. Est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé au must de votre carrière en accédant à la présentation du journal télévisé du 13h de TF1 ? Alors, encore une fois, comme je ne m'étais fixé aucun plan, je ne peux pas dire si je suis arrivée là où je voulais être. Maintenant, effectivement, être aux manettes de ce 13h de TF1, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique. Parce que ce journal est le plus regardé d'Europe, oui. Mais parce que ce journal reflète aussi une vie qui me tient à cœur et met en avant les régions, les territoires. Et j'ai ça au fond de moi. Donc, je ne sais pas si je suis arrivée au summum, mais en tout cas, je suis arrivée à la place où je me sens bien et où je me sens légitime. Tiens, pour revenir au début de notre conversation. Mais voilà, mais c'est important, je me sens... je me sens à ma place. Je me sens à ma place. On a parlé de la journaliste. J'ai envie un petit peu de parler de la maman. Comment est-ce que vous arrivez à concilier ? Vous me dites que vous avez des journées qui commencent à 6 heures du matin, qui sont très denses. Et ça, je l'imagine bien. Oui, mais à 6 heures, la maison dort encore. L'avantage, c'est que déjà, je prends de l'avance. Vous voyez ? C'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à concilier tout ça ? Alors, avec une vie là encore, je pense que j'arrive à concilier, mais comme tant d'autres femmes le font. Et moi, je me fixe quand même de ne pas rentrer trop tard à la maison. Voilà, déjà rien que ça. Pour être là, pour les devoirs, pour débriefer la journée, pour avoir du temps ensemble. J'en ai besoin pour mon équilibre. Et donc, je privilégie ça. Le 13h, c'est la meilleure édition pour une maman. Voilà. Les journées ne sont pas... Enfin, je termine pas comme J, là, 21h, vous voyez, après le 20h. Donc, je suis là très tôt, mais à 18h, il faut que je sois avec les miens. C'est important pour vous de passer ce temps-là et c'était primordial de laisser de la place à votre vie de famille. Oui, parce que j'en ai besoin pour mon équilibre. Donc voilà, et pour tenir sur la durée, il faut savoir s'écouter.
Vous avez 2 fils, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que ça vous a valu quelques sacrifices, justement, toute cette carrière professionnelle riche, des sacrifices qui ont aussi un peu pu peser sur votre vie de famille? Ah, vous voyez, vous parlez de sacrifice, ça fait tilt. Oui, bien sûr, toutes les années où j'ai été joker, j'ai sacrifié mes vacances en famille. Oui. J'ai pas eu d'été pendant un moment. Ça, c'était pas évident. C'était pas évident au mois de juin quand tout le monde autour de vous fait des projets. Et tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Bon, nous, il n'y avait pas. Voilà. Donc, on parlait de travail. Oui, il y a eu quelques sacrifices. Oui. Et est-ce qu'ils vous ont fait ressentir ça, vos enfants? Non. Non, pas du tout, parce qu'après, on s'arrangeait. Hein. Ils venaient avec moi. Je les retrouvais aussi le week-end. Enfin bref, on a toujours fait en sorte que tout se passe en douceur et que surtout, on se manque pas trop les uns les autres. Mais non, ils me l'ont jamais fait. Ils ne me l'ont jamais reproché, parce que voilà, tout a toujours été accompagné, expliqué. Et puis le reste du temps, voilà, je suis une maman très 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 disponible pour eux. Donc ils viennent parfois vous voir ils sont pas encore venus. Dans les coulisses. Ils sont pas encore venus, mais moi, ils vont venir bientôt. Vous militez pour... J'aime bien. Oui. C'est important aussi qu'ils voient votre quotidien. Exactement. Voilà, je trouve que c'est bien de leur montrer dans quel univers on travaille, qui sont nos collègues, voilà, pour qu'on mette aussi des visages et des images sur tout ce temps qu'on ne passe pas ensemble. Alors ça a aussi impliqué le fait de déménager, je crois, toute cette carrière, voilà, de refuser cette vie en province pour s'installer à Paris. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, ça? Oui, c'était une sacrée décision à prendre et qui engageait toute la famille. Donc, là aussi, vous parliez de sacrifice. Quelque part, on a accepté de changer de vie. Alors là encore, c'est pas exceptionnel. Il y en a plein qui font ça. Il y a pas de problème. Hein. Je cherche pas du tout à m'apitoyer sur mon sort, mais voilà, il a fallu faire un choix. On a renoncé à pas mal de choses. On a renoncé à une certaine qualité de vie, en tout cas qui comptait pour nous. On en a trouvé une autre. Voilà, on a trouvé un autre équilibre. Tout va bien. Mais effectivement, il a fallu faire un choix et qui a engagé toute la famille. C'est pas évident, ça, pour une maman, d'être celle qui porte tout ça. C'est des moments dans une vie. Et encore une fois, voilà, tant d'autres vivent plus compliqués. Et nous, on n'a pas changé de pays. On a juste traversé la France. Ça va. Faut relativiser. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur les plateaux télé, c'est que les femmes souvent portent des hauts talons et vous en faites partie. Mais pourquoi donc? Parce que j'adore ça, tout simplement. Parce que j'adore et que hors antenne, j'en porte aussi. Je trouve ça beau et si vous faites effectivement donc allusion à cette féminité, tout à fait. Mais moi je l'assume. Je suis femme, oui, et j'aime les talons. Et je ne les mets pas pour représenter quoi que ce soit. Je les porte parce que j'en porte tout le temps et parce que j'aime ça et parce que je trouve ça féminin et je n'ai pas envie de gommer ça. Oui, c'est important pour vous d'assumer cette féminité. Mais la question encore une fois, voilà, c'est une question que je ne me pose pas. Au quotidien, oui, j'aime bien les vêtements, j'aime bien la mode, j'aime bien les hauts talons. Pourquoi je changerais à l'antenne? C'est là que je ne serai plus moi finalement, et c'est là que je tricherai. J'ai pas envie de tricher. On connaît aussi les inégalités qui peuvent persister de salaire entre les hommes et les femmes. Ça, c'est valable dans toutes les professions, y compris dans votre profession. Est-ce quelque chose que vous avez ressenti, ça, tout au cours de votre carrière? Oui, la question de l'inégalité salariale pendant plusieurs années, ça a été un sujet sans aucune justification entendable, voilà. Mais effectivement, nous, les femmes, je crois qu'on ne sait pas aller demander, on ne sait pas aller réclamer. C'est vrai. Il y a encore un
un sacré chemin à faire de ce côté-là. Il y a des évolutions, mais ça il reste encore bien pas mal d'égalité. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez dû taper du poing sur la table pour dire, moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais moins qu'un homme? Non, j'ai jamais fait ça en même temps. C'est vrai que je ne suis jamais allée taper le poing sur la table. Non. C'est sûr que ça reste toujours un sujet assez délicat de C'est vrai, négocier son salaire. Oui. Il y a encore ce syndrome de l'imposteur pour certaines qui refait surface aussi. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur qui nous freine à ce moment-là? Est-ce qu'on consacre toute notre énergie à autre chose? Je ne sais pas. Alors, on en parlait tout à l'heure, le monde du journalisme sportif est aujourd'hui entaché par quelques polémiques suite à la diffusion du documentaire porté par Marie Portolano, où des femmes témoignent de cas de harcèlement, de sexisme qu'elles ont pu subir au cours de leur carrière. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu sentir, peut-être pas personnellement, mais auquel vous avez pu assister, ou de près ou de loin? Non, voilà, franchement, quand je regarde en arrière, je n'ai jamais subi ce qu'elles décrivent, et je suis scandalisée d'entendre ce qu'elles ont enduré. Il y a des témoignages très, très durs dans ce documentaire. Je n'ai pas subi cela, et de près ou de loin, très sincèrement, je n'ai pas observé cela. Vraiment. Donc, tant mieux. Je me dis que, voilà, au moins, j'ai eu cette chance. Tant mieux qu'elle parle aujourd'hui. Mais c'est important que la parole se libère aussi. Bien sûr. Pour que d'autres n'acceptent pas, et pour que les comportements évoluent, et du côté des hommes et du côté des femmes. Donc, bien sûr, c'est important, ce genre de prise de parole. Comment est-ce que vous agissez, vous, pour que les femmes soient plus présentes à la télévision, tout simplement? Est-ce qu'il y a des choses est-ce que vous avez envie de les mettre en valeur aussi sur votre plateau, les intervenantes? Oui, et même au-delà? Oui, alors effectivement, on a de la chance à TF1, il y a énormément de femmes journalistes, donc sur le plateau du Trésor. Je pense même que j'ai plus souvent des femmes journalistes qui interviennent que des hommes journalistes. Il arrive aussi que le matin, quand on commence notre conférence de rédaction, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes autour de la table, entre les chefs de service, les journalistes qui viennent, etc. Et nous, dans l'équipe du Trésor, on est 4 rédacteurs en chef, 2 femmes, 2 hommes. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression de baigner dans un univers où les femmes sont très représentées et reconnues. Et reconnues pour leur talent, leurs compétences. Enfin bref, elles sont là parce qu'elles sont de bonnes journalistes. Point final. Là encore, c'est plus un sujet. J'ai l'impression, en tout cas moi dans mon environnement, que ce n'est plus un sujet. Et vous savez, même quand on fait le choix d'aller chercher un expert ou une experte, on n'en est plus à se dire comme ça s'est peut-être passé à une époque. Allons chercher une femme. Non, c'est fini. Je pense qu'on a enclenché autre chose. Et en ce sens, je trouve que la démarche qu'a initiée TF1 il y a quelques semaines, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en lançant une promotion d'expertes, mais je trouve ça très intéressant parce que, en fait, les expertes, elles sont là. Elles sont là. Peut-être que certaines hésitent encore à franchir le cap, à oser dire oui quand on leur demande de prendre la parole. Et en montant une promotion d'expertes, 15 femmes qui vont être accompagnées, parrainées par des journalistes de la maison, du groupe TF1, on va leur donner des armes et elles vont se sentir plus fortes, elles vont bomber le torse et elles vont prendre la place. Moi, je pense qu'on en est là. On en est à ce moment où les femmes n'attendent plus qu'on leur dise « tiens, viens ». Non, elles y vont. Elles y vont, pousse-toi de là. Moi aussi, je sais. En plus, vous, ce que vous incarnez, c'est quand même un symbole fort. On s'est toujours dit que Jean-Pierre Pernaut était un peu irremplaçable, même si personne ne l'est véritablement. Oui. Et voilà, vous êtes la femme qui est arrivée
à le remplacer. Finalement, c'est quand même un symbole très fort. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Maintenant, je pense que là aussi, j'ai eu de la chance, c'est que je suis arrivée à prendre la suite de Jean-Pierre, mais il m'a aussi accompagnée. Et ça, c'était très important. On a été dans une transition très fluide. On a eu du temps. Pendant 2 mois, j'étais ici aussi, dans les bureaux de TF1 ou en région avec les correspondants de TF1. Et Jean-Pierre a accompagné cette transition. Le fait qu'il m'invite à la fin de son dernier journal, c'est pas rien. Dans le monde des médias, on n'a pas été habitué à des transitions comme celle-là. Donc, je le remercierai jamais assez. Mais effectivement, cette transition, elle a été construite, mûrie, pensée et accompagnée. Et là, oui, je remercie Jean-Pierre, Thierry, Gilles. 3 hommes, d'accord, c'est vrai, mais je les remercie. Qui vous ont donné votre très chance. fort. Et Jean-Pierre, est-ce qu'il continue à échanger avec vous, à vous donner des conseils, à vous dire voilà, je vous ai regardé Alors, on se tutoie déjà. Et ça arrive. On a déjeuné ensemble il y a quelque temps. Oui, on échange parfois. Et en même temps, Jean-Pierre, il a plein d'autres émissions et projets à porter. Donc, on n'échange pas tous les jours. Mais je sais qu'il est là. Ça, je sais qu'il est là. Si j'ai besoin de poser une question, je sais qu'il répondra et qu'il m'écoutera et qu'on aura un échange constructif. Ça, j'en suis certaine. Et vous tournerez de suite vers lui si un jour vous avez un problème à résoudre. Je pourrais avoir le réflexe de l'appeler. Oui, vous imaginez, 33 ans aux manettes de ce journal, il a construit ce 13h. Il l'a construit, il a construit le réseau des correspondants en région qui signent 80% des reportages. Donc, oui. Bah, s'il y a un avis à aller chercher, c'est celui de Jean-Pierre, oui, clairement. Dans un moment de doute... C'est le numéro de Jean-Pierre. C'est le Joker. C'est l'appel à un ami. C'est l'appel à un ami, exactement. Alors, on en vient à la fin de cet échange. Et j'avais envie de revenir sur quelque chose d'important que vous avez dit au cours de cet entretien. C'est l'importance qu'il y ait des femmes qui montrent le chemin pour que d'autres se disent « je peux y aller, c'est possible ». Justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui ont envie de suivre votre voie, qui ont envie d'être journalistes? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quels conseils vous leur donneriez? À ces femmes-là, j'ai envie de leur dire « écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Ayez confiance en vous. Donnez-vous les moyens d'y arriver. Travaillez. Construisez votre chemin toute seule. Acceptez qu'on vous tende la main. Et aussi. Et mais surtout, écoutez-vous. Ouais, écoutez-vous. Et oui. Donc plutôt de laisser faire l'instinct. Croire en soi, se connaître et ne pas se laisser polluer par des discours ou des conseils pessimistes. Voilà, comme moi j'ai pu avoir, tu n'y arriveras pas, on ne t'attend pas. Non, ça il faut pas écouter. Mais ça c'est bon pour les femmes et les hommes. Hein, c'est pour tous. Bien sûr. C'est pour tous. Ne croyons pas que les choses sont impossibles, les tables sont faites pour être renversées et les portes pour être poussées. Donc, allons-y. Voilà, croyons en nos forces. C'est ça. Écoutons-nous, faisons-nous confiance. Mais je pense que c'est un beau mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et merci beaucoup pour cet entretien très intéressant. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour cet échange, vraiment. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver le podcast Femmes de télé sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.